Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 octobre. Le président Alassane Ouattara reçoit la mission du FMI. La délégation du Fonds monétaire international annonce de bonnes perspectives pour l'économie ivoirienne en 2019. De longs rangs devant les stations-service depuis ce matin. Hier, le syndicat national des conducteurs de citernes a levé son mot d'ordre de grève après négociation avec le gouvernement. Constat de la reprise des activités dans les stations dans ce 13 heures. Et puis en Guinée, Alpha Condé confirme l'éviction du chef de la Cour constitutionnelle avec qui il était en froid et son remplacement par le vice-président de cette institution. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Fonds monétaire international annonce de bonnes perspectives pour l'économie ivoirienne en 2019. Bonne nouvelle au thème d'une mission de 2 semaines à Abidjan. La délégation du FMI a fait le point au chef de l'État. On fait le point aussi avec Viviane Aïmé. Une fois de plus, le gouvernement a réussi son passage devant les contrôleurs du FMI. La gestion de l'économie nationale est jugée appréciable. Le niveau de l'inflation, selon les experts du FMI, est maîtrisé et le niveau de l'endettement reste toujours dans de bonnes proportions. Ce sont là les conclusions de la mission du FMI, présente en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre dernier, dans le cadre de la 4e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. La mission conduite par Mme Céline Allard a livré les résultats de son audit ce mercredi 3 octobre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. En dépit des chocs exogènes et endogènes, l'économie ivoirienne a montré sa résilience et de bonnes perspectives économiques sont prévues pour 2018 et 2019. L'inflation devrait rester bien en dessous de la norme de 3% de l'UMOA. Les performances réalisées dans le cadre du programme appuyé par le FMI ont été solides au cours du premier semestre 2018. Tous les critères de performance et repères indicatifs pour fin juin ont été atteints. Des repères structurels sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques et de politique fiscale et d'administration budgétaire ont également été mis en œuvre. Le déficit budgétaire devrait ainsi être en ligne avec les objectifs du programme, avec un faible manque à gagner sur les recettes, compensé notamment par une légère révision à la baisse des investissements publics. Notre mission et les autorités ivoiriennes se sont également accordées sur des mesures de politique budgétaire pour 2019 en vue d'atteindre les principaux objectifs du programme. Ces mesures devraient permettre au déficit budgétaire de converger vers la norme du déficit régional de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. Enfin, notre mission et les autorités se sont également accordées sur la nécessité de préserver la viabilité de la dette tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. Et de l'avis de la mission du FMI, les perspectives pour l'économie nationale sont bonnes pour l'année 2019. Avant le chef de l'État, la délégation du FMI était au Premier ministère. Les échanges entre Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, et la délégation ont porté, entre autres, sur la mobilisation de ressources pour maintenir la dynamique de croissance du pays et le point de la 4e mission d'évaluation du programme économique et financier en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'agriculture, il y a 4 jours, la campagne cacao 2018-2019 s'est ouverte avec un prix borchant de 750 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, plaide pour une meilleure rémunération des producteurs. Message du ministre à la Journée mondiale du cacao à Paris, nous dit Adama Kone. Début de campagne au pas de course au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. À peine la campagne cacao ouverte que le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly est à la manœuvre à Paris. À l'origine, un constat. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne des valeurs, depuis la production jusqu'à la tablette de chocolat,
il y a quand même un déséquilibre de la répartition des richesses qui sont créées le long de la chaîne des valeurs. Il faut donc adopter une stratégie qui permette aux producteurs de capter une partie significative de la richesse de la filière. Et sur la question, la Côte d'Ivoire a son idée. Pour nous, l'une des façons pertinentes d'améliorer le revenu des producteurs, c'est vraiment de donner de la valeur aux produits. Donc nous sommes engagés avec le syndicat ici pour créer un label Origine Côte d'Ivoire. J'invite les chocolatiers et les confiseurs à mobiliser les ressources financières nécessaires à une économie cacaoère durable. La journée mondiale du cacao à Paris, ce mercredi 3 octobre, avait pour thème la déforestation dans la cacaoculture. Le ministre Sangafoua Coulibaly a rappelé à l'occasion, entre autres, l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, de pratiquer une agriculture zéro déforestation, ainsi que le concept agriculture amie de la forêt. On s'intéresse aussi à la deuxième édition du Forum sur les investissements de l'aviculture en Côte d'Ivoire, dénommé Forum Avis Invest. Il s'agit au cours de ce forum de rechercher les opportunités d'investissement pour le développement du secteur. Les besoins se chiffrent à 150 milliards de francs CFA. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Faible niveau de transformation, difficulté de conservation des produits et rentabilité réduite de l'activité avicole. C'est le diagnostic posé par cette deuxième édition du Forum Avis Invest. Pour résorber ces contraintes qui affectent la productivité de la filière, l'État a mis en place un plan stratégique axé sur le programme d'appui à la production avicole. À cet effet, le fonds de garantie du secteur avicole a été mis en place. 1350 nouveaux fermiers ont été installés pour une capacité supplémentaire de 20 000 tonnes et 7 abattoirs industriels créés pour l'abattage et la conservation de 55 millions de volailles. Ce qui correspond à un investissement global d'environ 24 milliards de francs CFA. Malgré ces actions, des efforts sont encore nécessaires en matière notamment de mobilisation des investissements privés. En 2016, par exemple, les crédits bancaires alloués aux aviculteurs ne représentaient que 6,5%. De toute évidence, une telle rencontre nous rapproche davantage de nos partenaires financiers qui sont indispensables à la réalisation de nos objectifs. La filière avicole détient en effet un formidable pouvoir d'entraînement sur le développement de nombreuses autres filières agricoles, telles que le maïs et le soja. L'enjeu ici, favoriser l'émergence de champions nationaux. La promotion des champions nationaux est un axe important du programme du gouvernement et la filière avicole ivoirienne est un secteur qui peut largement contribuer à l'émergence de champions ivoiriens qui pourront développer des activités industrielles de grande taille. De 17 000 en 2012, la filière avicole ivoirienne pèse aujourd'hui 50 000 tonnes de viande. Le chiffre d'affaires actualisé, lui, s'élève à 250 milliards de francs CFA pour un bassin d'emploi estimé à 120 000. C'est un constat. Depuis ce matin, les véhicules font la queue pour s'approvisionner en carburant dans les stations-service. C'est la reprise et les automobilistes attendent de longues heures pour passer à la pompe. Une reprise parce que hier, le syndicat national des conducteurs de citernes de Côte d'Ivoire a rencontré le gouvernement. Après la médiation du ministre des Transports, le syndicat a levé son mot d'ordre de grève. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwamiala. Longue file d'attente ce mercredi devant les stations de carburant. Ce n'est pas lié à une pénurie d'essence. La raison, une grève des chauffeurs de transport de carburant chargés d'approvisionner les stations d'essence. Une situation qui a entraîné des pénuries de carburant dans de nombreuses stations au grand désarroi des automobilistes. Je viens de faire pratiquement 5 stations. Bon, vraiment c'est déplorable, mais moi j'ai fait plus de 6 stations depuis le plateau jusqu'à ce que je suis arrivé à Vidi ici. Là je puis avec carburant après 1 heure du temps. Dans le but de trouver un compromis, une rencontre a été organisée entre les conducteurs des citernes de Côte d'Ivoire, le groupement des pétroliers et le ministère des Transports. Au sortir de cette rencontre, fin de la grève. Les entreprises de transport estiment que ces nouvelles mesures leur font subir d'énormes préjudices financiers, du fait des écarts récurrents enregistrés entre les volumes d'empotage
et de dépotage des hydrocarbures transportés. Après les échanges fructueux avec le ministère des Transports, en présence du groupement des pétroliers, l'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures présente ses excuses aux populations et au gouvernement pour les désagréments causés par leur mouvement. L'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures invite par conséquent tous les membres de leurs associations respectives à reprendre immédiatement le travail afin d'inviter toute pénurie de carburant dans le pays. Suite à cette médiation, donc, le GPV prend l'engagement de reprendre les activités d'approvisionnement dès ce soir au niveau des dépôts, de façon exceptionnelle. Donc, cette nuit même, les camions vont charger afin que les points de vente et autres clients puissent être approvisionnés au plus tard très tôt demain matin. Avec cette levée de grève, les différentes stations-service pourront être fonctionnelles en moyenne par jour. Entre 10 et 120 camions de citernes sont fournis par la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Signalons donc que le carburant est à nouveau disponible. Les automobilistes se bousculent pour pouvoir s'en procurer et faire le plein de leurs véhicules depuis ce matin. Parlons de la signature de convention pour la construction d'une centrale d'énergie solaire à Boundiali. La construction de cette structure permettra de créer 300 emplois. Ce sont 30 000 foyers qui vont bénéficier de ce projet. Ahmed Traoré et Jean-Jacques Kwamiala. 24,1 milliards de francs CFA, c'est le prêt qu'octroie la Banque de développement allemande à l'État pour la construction à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, d'une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW. L'Union européenne participe à la réalisation de cette structure à hauteur d'un don d'environ 7 milliards de francs, puis une contrepartie de l'État en complément au financement des partenaires. La Côte d'Ivoire est un pays où le besoin d'électricité va tripler. Aujourd'hui, on est à 2000 MW et en 2030, on a besoin de 6000 MW. C'est énorme. Et donc, encore un défi en plus, pas seulement que vous vous êtes engagé à avoir 42% en électricité renouvelable, mais en plus, il faut tripler les besoins. Donc, ce que vous faites actuellement s'inscrit parfaitement avec ce que veut faire aussi l'Union européenne. Il convient de relever que ce financement est octroyé à des conditions très assouplies, avec une part de dons et une part de prêts concessionnels. Je voudrais donc réitérer mes remerciements à la fois au gouvernement allemand, à travers la banque KfW, et à l'Union européenne pour cet appui important en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Kone salue le retour de la Banque de développement allemande en Côte d'Ivoire après 10 années de délocalisation. Cette centrale d'énergie solaire va produire de l'électricité pour 30 000 foyers et donner de l'emploi à 300 personnes. Ce projet, destiné à combler le besoin en énergie des localités concernées, participe à la politique de mix énergétique du gouvernement qui vise à obtenir une part des énergies renouvelables à hauteur de 42% dans la production nationale d'énergie à l'horizon 2020. Une campagne d'identification et de recensement des apatrides lancée sur le territoire national. Plus de 90 agents enquêteurs sont déployés dans le pays pour l'identification des ménages affectés par le phénomène de l'apatridie. L'étape de Boisflé dans la région de la Maraoué avec Olivier Iriebi et Sidonie Davila. Dresser le profil des personnes apatrides ou à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'opération de cartographie lancée par l'INS et le HCR. Cette opération d'établissement, voire de mise à jour des données statistiques, vise également à identifier les zones et les groupes de population affectés par le phénomène de l'apatridie. Ce sont plus de 90 agents qui sont actuellement déployés sur le terrain pour mener l'enquête auprès de 9000 ménages. À Boisflé, l'opération de recensement est menée auprès de 20 familles. L'apatridie est un phénomène assez important en Côte d'Ivoire, parce qu'on estime à près de 700 000 personnes le nombre de personnes qui sont à risque d'apatridie ou qui sont apatrides. Donc il est important pour nous, pour des raisons de planification, pour des raisons de démographie, savoir exactement à qui nous avons affaire et où est-ce qu'elle se situe.
Pour la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme qui était dans la Marawi pour s'enquérir du bon déroulement de l'opération, celle-ci va permettre de mieux comprendre le phénomène de l'apatridie et prendre des dispositions adéquates pour son éradication. Nous avons vu l'enquête, comment ça se passe concrètement. C'est des questions de savoir dans le ménage combien de personnes qui sont dans le ménage, en plus du chef de famille, des enfants, la femme, et puis voir quelles personnes qui ont des pièces d'identité, c'est-à-dire qui ont des extraits de naissance, ou si elles n'ont pas d'extrait, pourquoi ces personnes n'ont pas d'extrait. Il est important de savoir tous ces éléments à pouvoir, quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies qu'il faut prendre pour continuer cette lutte contre l'apatridie. L'opération de cartographie des personnes apatrides et à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire, une première en Afrique, va durer 2 mois. Les résultats sont attendus avant fin novembre prochain. 400 jeunes formés à la culture entrepreneuriale, une initiative qui vise à outiller ces jeunes à la création de leur propre entreprise en faisant confiance à leur potentiel. C'est la Fondation Sacré-Cœur qui apporte sa contribution comme ça à la résolution de la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ange Kwaku et Soro Corona. La question de l'emploi des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Plusieurs initiatives sont prises pour trouver une solution à cette épineuse question. L'entrepreneuriat ou l'emploi des jeunes figure en bonne place des alternatives. À Bouaké, les lignes bougent dans le domaine de l'emploi des jeunes. Plus de 400 jeunes ont participé à la journée de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune. Cette journée est organisée par la Fondation Sacré-Cœur. La présidente de cette fondation exhorte les jeunes à une prise de conscience et surtout à faire confiance à leur potentiel. L'idée, c'est de contribuer à assurer le bien-être des populations les plus fragiles. Et donc la formation, la journée d'emploi jeune d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans nos priorités parce que nous avons perçu que la jeunesse de plus en plus est oisive, elle se sent abandonnée et non prise en charge. Formation entrepreneuriale, accès au financement et stratégie de l'insertion socio-professionnelle étaient au menu de cette journée dédiée à l'emploi des jeunes. Assaouré Jacques a invité les jeunes à avoir la culture entrepreneuriale. On a conscience que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Donc il y a lieu que les jeunes eux-mêmes prennent conscience qu'il faut une reconversion des mentalités et que chacun à son niveau puisse développer l'esprit d'entrepreneuriat. Cette initiative de la Fondation Sacré-Cœur est saluée par les responsables de jeunes. Dire aux parents, aux cadres que la jeunesse est là, la jeunesse a des besoins. Il faut qu'ensemble, et avec les jeunes et avec les cadres, on puisse trouver leurs solutions. Depuis 2012, les autorités ivoiriennes multiplient les initiatives visant à créer des emplois afin de venir à bout du problème du chômage des jeunes qui se pose avec acuité dans le pays. En santé, l'Association ivoirienne des transplantés est désormais une association qui peut exercer sur tout le territoire national. Elle est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire et elle veut donner de l'espoir aux transplantés qui bénéficient de soins médicaux. L'association a organisé une rencontre pour informer les patients. Chris Diomandé et Sidonie Davila-Waka. L'attente d'un organe en vue d'une transplantation et le coût élevé des soins. Aujourd'hui, un cauchemar pour de nombreux transplantés. C'est difficile en ce moment parce que les médicaments coûtent excessivement cher et le bilan annuel avoisine les 450 000 francs CFA. Et les médicaments, les prennent régulièrement et c'est à vie. Et vous allez voir que dans nos rangs, nous avons des élèves, des étudiants qui sont transplantés. C'est compliqué. L'Association ivoirienne des transplantés, AIT, vient de recevoir de l'État l'agrément d'exercer en Côte d'Ivoire, ce qui implique la reconnaissance de l'État pour de meilleures conditions de prise en charge des malades, notamment d'insuffisance rénale et aussi des transplantés. L'AIT se donne pour mission d'aider les patients à être éligibles aux dons d'organes dont ils ont besoin. Nous nous rassemblons ici pour permettre à tous les transplantés d'avoir toutes les informations nécessaires et aussi informer la population que la transplantation s'est faite en Côte d'Ivoire et qu'il y a une association qui permet aussi le suivi. Les gens considèrent la maladie rénale comme une fatalité. C'est une maladie comme toute autre, qui est une maladie au long cours. C'est la greffe qui est une des possibilités de guérison et qui allonge la durée de vie des malades. Donc l'association a pour but donc de sensibiliser sur la greffe
sur les donneurs, parce que vous pouvez donner votre rein à votre femme, à votre frère, à votre fils et vivre tranquillement avec un rein. En Côte d'Ivoire, sur 300 personnes en attente d'une transplantation, seulement 0,13% ont eu gain de cause. Le coût élevé de la prise en charge médicale, qui s'élève à 15 millions de francs CFA en moyenne, est selon l'Association ivoirienne des transplantés l'un des obstacles majeurs de leurs activités. Santé et environnement, le centre commercial Le Capitole de Bouaké ne répond plus aux normes de salubrité d'un centre d'affaires. Caniveau bouché, eau sale et ordures, une campagne de sensibilisation est lancée. Reportage Soro Corona. Caniveau bouché par les sachets plastiques et les eaux usées, transformés en urinoir dégageant une odeur nauséabonde. Sachets d'emballage à même le sol et manque de poubelles. C'est l'état que présente le centre commercial Le Capitole de Bouaké. Le centre commercial Capitole n'est pas propre, mais c'est dû à beaucoup de choses. On a un problème de latrine, et parce que pour le centre commercial, il y a une seule douche. Donc c'est ce qui fait que ça a un impact vraiment sur la propriété du centre commercial. Pour rendre ce centre commercial fréquentable et préserver la santé des commerçants et clients, le Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Béké a fait un don de matériel de salubrité, dont constitué de poubelles, de balais, de brouettes et d'autres matériels d'assainissement. Les commerçants ont été sensibilisés sur l'importance de la salubrité. Ces femmes ont montré l'exemple en balayant le centre commercial. Aujourd'hui, nous venons leur faire une sensibilisation. Et avec l'aide du ministère de l'Environnement et l'aide de l'ANAGED, nous pensions que la leçon va passer. Nous n'allons pas nous arrêter à un balayage d'un jour. J'ai compris leur doléance. Ils disent qu'ils n'ont pas assez de latrines. Au niveau de l'Union des femmes entrepreneurs, nous allons nous battre pour ça. Nous allons toucher qui de droit pour qu'ils aient plusieurs latrines au niveau de ce centre. Les commerçants se sont engagés à s'organiser pour rendre leur cadre de vie agréable et accueillant. Cette journée de salubrité du Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Béké a vu le soutien du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Après le centre commercial Le Capitole, d'autres lieux publics seront visités par ces femmes entrepreneurs. Parlons maintenant droits de l'homme avec l'ouverture de la 3e session de formation de la Commission nationale des droits de l'homme. Oudjontolo Soro et Sidonie Davilawaka. 3e session, programme de formation aux droits de l'homme. Ces auditeurs vont prendre part à un enseignement de 3 mois dès ce jeudi. Cette session s'intéresse à la thématique de la Côte d'Ivoire et les mécanismes de protection des droits de l'homme. L'année 2019 sera l'année de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire passe devant l'EPU, l'examen périodique universel. Notre pays sera examiné. Ensuite, la Côte d'Ivoire va passer devant le comité des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire va passer devant le comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. S'appuyant sur son expérience à l'ONU, le président du comité contre la discrimination raciale, ce formateur algérien, recommande la prise en compte de l'intérêt national dans la gestion de l'État. Le monde est ce qu'il est, il change. L'effectivité des dispositions des droits de l'homme, point de vue des organes conventionnels, la Côte d'Ivoire, c'est une nation, elle a un État fort du point de vue de sa moralisation. Le programme de formation aux droits de l'homme initié par la CNDHCI est dispensé par les différents formateurs nationaux et internationaux. Ali Fofana, inscrit à cette 3e session, a lui choisi de se former aux droits des enfants. Je vois plus grand au niveau de mes activités. Avec cette formation de la CNDHCI, j'ai compris comment saisir par exemple la KDBE, comment faire la promotion de la KDBE, de tous les instruments internationaux de défense des droits des enfants. Tous ivoiriens, cette centaine d'auditeurs, grâce à la CNDHCI, vont approfondir leurs connaissances générales en droit international des droits de l'homme. Le groupe Fraternité Matin vient de signer un partenariat avec une bibliothèque de livres numériques. Objectif, permettre au plus grand nombre de lecteurs d'avoir accès à la lecture à tout moment et rendre accessibles les livres de Fraternité Matin. Rosemond Kini et Godefroy Okambawa. Éditeurs, auteurs, lecteurs et journalistes ont assisté à une signature de partenariat entre Fraternité Matin et YouScribe. Un partenariat qui permet au groupe Fraternité Matin d'être en phase avec l'évolution technologique et les nouvelles habitudes de consommation.
Nous aussi, dans la presse, c'est pareil. On veut arriver à un niveau où, à partir du téléphone, on puisse avoir accès au maximum d'informations, que ce soit à travers les différents supports. Et je pense que tout le monde est informé avec les chiffres qu'on a du CNP. Donc forcément, cette transition est en train de se mettre en place. Et je pense qu'on tient effectivement le bon bout avec ce qui s'est passé aujourd'hui. YouScribe est une bibliothèque de livres numériques en streaming au service des éditeurs. On peut donc désormais y retrouver tous les ouvrages de Fraternité Matin. Pour y accéder, il faut télécharger l'application mobile YouScribe ou encore s'inscrire sur le site www.youscribe.com. Nous, on a une relation avec un éditeur qui nous donne un livre ou des livres à disposition, mais on n'est pas propriétaire de quoi que ce soit. Notre rôle, c'est d'assurer la plus grande diffusion possible. Aujourd'hui, YouScribe propose 1 million de références en ligne, dont 200 000 livres. Le reste étant constitué de journaux et de documents divers. Tout le monde peut publier sur YouScribe, y compris des thèses ou des mémoires, à condition d'en être l'auteur. Le royaume baoulé rend hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement engagées dans tout le pays baoulé et dans toute la Côte d'Ivoire. Depuis le palais du carnaval de Boaké, 38 chefs de canton et 500 chefs de village de cette région baoulée se sont engagés à travailler pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Reportage Soro Corona. 38 chefs de canton et 500 chefs de village venus de cette région baoulée reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie d'hommage pour saluer tous les projets de développement entrepris dans tout le pays baoulé. Des actions qui ont permis à ces localités de se doter d'infrastructures modernes. Ce rendez-vous de reconnaissance est une initiative du Conseil du Royaume baoulé. Le Conseil du Royaume baoulé, enfin, s'organise en relation avec tous les royaumes frères de Côte d'Ivoire, à magnifier la paix avec le président de la République, Alassane Ouattara, et son frère aîné, le président Henri Konan Bédié, très bientôt à Yamoussoukro. Dans une déclaration lue par Nana Assi-Etienne, l'ensemble des chefs baoulés a invité le président à continuer ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les têtes couronnées ont aussi remercié le chef de l'État pour la nomination de leur fils, Jean-Louis Abonois, en qualité de président du conseil d'administration de l'ONEP, Office national de l'eau potable. La modeste personne nommée donc en qualité de PCA de l'Office national de l'eau potable. L'eau source de vie, donc ça a été donc un geste qui est allé droit au cœur donc de Sa Majesté, sa Nana Akua Boni II, reine du pays baoulé. Représentant le président de la République, le ministre des Transports a salué cette initiative du Conseil du Royaume baoulé. Pour Amadou Kone, ce soutien réconforte le président de la République dans son engagement à apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Tout leur soutien au président de la République, encourager le président de la République à continuer à tendre la main à tous les enfants d'Houphouët-Boigny, encourager le président de la République à ne pas baisser les bras et à travailler pour la consolidation de la paix et donc de la cohésion dans notre pays. Le Conseil du Royaume baoulé a, au cours de cette cérémonie d'hommage, pris l'engagement de travailler pour faciliter le dialogue entre les acteurs politiques. Le tour de l'actualité hors de nos frontières. On commence par la Guinée où Alpha Condé confirme l'éviction du chef de la Cour constitutionnelle. Regardez. C'est la fin d'un bras de fer qui dure depuis un mois au sein de la plus haute juridiction de la Guinée. Hier, le président guinéen Alpha Condé a confirmé l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kéléfa Sall, après l'avoir démis de ses fonctions. Alpha Condé et Kéléfa Sall étaient en froid depuis décembre 2015. Le haut magistrat avait mis en garde le président guinéen contre une tentative de modification de la Constitution lors de sa prestation de serment du chef de l'État pour un second mandat. Le président sortant, Paul Biya, bénéficie du soutien de la star camerounaise du football, Samuel Eto'o, à quelques jours de la présidentielle. Cette marque de faveur passe mal tant chez certains candidats que dans une bonne partie de la population. À l'instar de Samuel Eto'o, Rigobert Song s'engage aussi à apporter son soutien au candidat sortant Paul Biya.
Retour à la case prison pour l'ex-chef d'État âgé de 80 ans, Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité et corruption. La grâce de l'ancien président péruvien, décidée en décembre 2017 pour des raisons humanitaires, a été annulée par la Cour suprême. L'institution a ordonné son arrestation immédiate malgré les protestations de la famille Fujimori. Pour l'heure, l'ex-chef d'État est hospitalisé. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.